Gaston Kossi-Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, a défendu le budget gestion 2024 de son département ministériel devant les députés de la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Un budget qui s'élève à 115 milliards 376 753 956 francs CFA. Les fonds ainsi alloués permettront la concrétisation de 10 priorités du gouvernement pour l'année 2024. Le budget 2024 est structuré en 4 grands programmes. Un programme d'appui au service du secteur qui, au fait, fait à peine 7,8% du budget. Mais un programme agriculture, production végétale, toutes les spéculations confondues en production végétale, qui fait à peu près 89 milliards, soit 77% du budget. Un programme élevage qui absorbe à lui 9,2 milliards de francs contre 7,1 milliards l'année passée. Et un programme d'aquaculture et pêche d'un montant de 7 milliards 75 millions contre 5 milliards 6 l'année dernière. Pour montrer, en fait, la volonté de réduire sensiblement les faux frais liés au suivi, à l'appui et d'investir surtout que sur la capitalisation en agriculture. À cet effet, les poissons, les alevins, les aliments de poissons devraient être plus disponibles au niveau des écologies de production halieutique. Mais des aquapoles doivent être construits et accompagner les aquaculteurs pour avoir de quoi maintenant de l'espace vital pour produire du poisson suffisant. Sur l'élevage, nous allons mettre un accent surtout sur les poussins d'un jour à produire localement par des promoteurs privés à qui nous donnons des facilités, à diversifier les sources d'approvisionnement en aliments de volaille qui fait 60-65% du prix de revient du poulet, et puis à faire les vaccinations nécessaires. Mais ça, c'est sur la volaille. Mais sur les autres élevages, comme le porc, comme les bovins et autres, nous avons fait une politique d'insémination artificielle pour avoir des sujets beaucoup plus charnus et qui sont destinés à la viande. Nous avons fait la sensibilisation pour faire le déstockage à temps de bétail, de gros bétail et des petits ruminants pour que la viande à manger soit une viande de qualité. Sur la production agricole, production végétale, je ne vous dirai pas tout ce que nous mettons dans le dispositif de produire les semences, d'accompagner les producteurs d'avoir des intrants de qualité à temps et régulièrement. Puis surtout, le contrôle régalien qui doit suivre toutes ces productions-là pour que les normes soient respectées. Nous devons maintenant orienter notre accueil davantage vers l'exportation, la diversification de l'exportation de nos produits, que ce soit le coton, que ce soit le cajou, que ce soit le soja, que ce soit le karité ou que ce soit l'ananas et autres là, toutes ces productions aujourd'hui sont sujettes à l'exportation. Tenez, j'aurais perdu cette opportunité de vous dire que le marché européen a accepté le mercredi dernier notre première cargaison de crevettes. Et ça, c'est en Suisse. Dans une semaine, la Belgique. Dans 3 semaines, la France. Et si ces pays maintenant finissent par accepter notre crevette, qui devient maintenant de qualité sur notre marché, nous aurons percé davantage ce que nous avons perdu en 2006. Le secteur agricole préoccupe beaucoup de députés. Ils étaient nombreux à nous suivre, à nous accompagner. Ils ont fait assez de formulations, de suggestions pour que, connaissant ce secteur comme le secteur nourricier, ne seront pas confrontés à une pénurie alimentaire. Ils ont estimé que le budget, apparemment, n'est pas à la taille encore de nos ambitions. Le thème « Confier le leadership aux communautés » retenu par l'ONU-SIDA pour cette 36e journée mondiale de lutte contre le sida, tout d'abord, nous invite tous à reconnaître l'importante contribution des communautés aux résultats positifs observés depuis quelques années. Le monde peut mettre fin au sida avec des communautés qui montrent la voie.
En effet, pour véritablement y parvenir d'ici 2030, l'engagement des communautés paraît être l'un des moyens les plus essentiels. En 2019 déjà, nous avions tous reconnu qu'elles font la différence. En reconnaissant encore cette année aux communautés leur place de choix, elles sont ainsi responsabilisées et invitées plus que jamais à jouer leur rôle à travers des actions concrètes de lutte contre les inégalités qui pourraient compromettre les progrès obtenus jusqu'à ce jour. Le leadership des communautés doit donc être au cœur de tous les plans, programmes et budgets et de toutes les activités de suivi en lien avec le VIH. Nous devons lutter contre la stigmatisation et l'exclusion auxquelles sont confrontées quotidiennement les personnes vivant avec le VIH ou exposées au risque d'infection. Le succès de cette lutte va au-delà de la médecine. Il nécessite une action collective, une communication efficace et une éducation pour réduire le nombre de nouvelles infections. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au gouvernement du Bénin, en particulier au ministre et ministère de la Santé, pour son leadership et son dévouement inébranlable à cette cause. Le gouvernement des États-Unis, par l'intermédiaire du programme PEPFAR, renouvelle son engagement à soutenir les efforts du Bénin dans la gestion des problèmes de santé, en particulier le VIH-Sida. Le thème de cette année, confier le leadership aux communautés, vient renforcer l'approche participative et inclusive qui valorise le rôle essentiel que joue chaque individu, chaque groupe et chaque communauté. Confier le leadership aux communautés ne signifie pas seulement déléguer des responsabilités, mais plutôt créer un partenariat solide où chacun a une voix, où chaque perspective est écoutée, respectée et où les solutions émergent de manière collaborative. En confiant le leadership aux communautés, nous reconnaissons et célébrons la force du collectif dans notre quête pour l'élimination du VIH-Sida. Honorables invités, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous lançons un appel à l'action qui résonnera bien au-delà de cette journée. Un appel à une participation active, une compréhension mutuelle, une mutualisation des ressources et une solidarité indéfectible. Je ne saurais terminer mon propos sans réaffirmer le soutien du gouvernement aux personnes infectées ou affectées par le VIH. Je saisis également cette opportunité pour remercier l'ensemble des acteurs nationaux impliqués dans la lutte contre le VIH et le sida. Mes sincères remerciements vont également à l'endroit des partenaires techniques et financiers pour leur soutien à notre pays. Je voudrais particulièrement louer leur grande mobilisation aux côtés du gouvernement et leur soutien sans faille à notre capacité à maintenir les services essentiels pour le VIH, la tuberculose, le paludisme, les hépatites et les autres épidémies. C'est sur ces mots de remerciement que je voudrais lancer la célébration des manifestations de la Journée mondiale de lutte contre le sida édition 2023. Vive la coopération internationale, vive la lutte contre le VIH et le sida, vive le Bénin, je vous remercie. Aucun projet ou proposition de loi n'a été introduit sur l'homosexualité. Matel Vitali Boton, porte-parole du président Louis Gbaonou Vlavonou. La polémique tendant à faire croire à l'examen d'un projet ou d'une proposition de loi sur la pratique de l'homosexualité en République du Bénin a fait sortir Vitali Boton, le porte-parole du président de l'Assemblée nationale. Vitali Boton a réuni la presse nationale pour élucider le contexte et clarifier quelques aspects du sujet. Il a profité pour donner la position du président Louis Gbaonou Vlavonou sur l'introduction de l'éducation sexuelle dans les programmes d'éducation. Il convient de souligner que le point de l'ordre du jour, objet de polémique, n'est plus ni moins qu'une question d'actualité transformée en question orale avec débat. Ainsi que vous le savez, une question orale avec débat
est une des formes de questions prévues par la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Celle qui nous intéresse ici a été posée par le député Nourenou Achade, président du groupe parlementaire Les Démocrates, et 4 autres de ses collègues. C'est donc en vertu des dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, notamment en son article 108, que le gouvernement a été invité au Parlement afin de répondre aux préoccupations de la représentation nationale. Cette activité qui participe de l'information des honorables députés s'inscrit dans le cadre du contrôle parlementaire de l'action du gouvernement. En l'espèce, l'Assemblée nationale assure donc sa fonction de contrôle de l'action du gouvernement, qui n'a rien à voir avec sa fonction législative. Comme vous avez pu le noter, au cours de la séance plénière de ce jeudi 30 novembre 2023, aucun projet ou proposition de loi relative à la pratique de l'homosexualité n'était à l'ordre du jour. Il n'en a jamais été question. Sur le sujet, la position du président Louis Gbao Vlavonu ne souffre d'aucune ambiguïté. Le président Louis Gbao Vlavonu, président de l'Assemblée nationale 9e législature, salue et encourage la réforme du système éducatif qui consiste à introduire l'éducation à la santé sexuelle dans les curricula sans modifier l'existant. Sans modifier l'existant. Pour lui, cette réforme constitue un acte de gouvernance responsable à saluer. En conséquence, les réponses fournies par le gouvernement lui paraissent entièrement satisfaisantes. Je tiens pour ma part à rappeler que toutes ces actions, ces manipulations politiciennes, ces agitations procèdent d'une tentative de déstabilisation de notre pays par une puissance étrangère. Je cite ici la France, avec la complicité de certains Nigériens traîtres à la nation. Ils feront tout pour que le Niger revienne sous leur domination totale. Ils vont tout faire pour revenir à l'ancien système dans lequel les dirigeants sont leurs marionnettes. Dans ce cadre, il faut inscrire cette tentative d'exfiltration du président déchu. Quant aux incitations à la haine ethnique et raciale sur les réseaux sociaux et autres moyens de presse, c'est simplement qu'ils sont en train d'appliquer leur vieille politique, diviser pour régner. Vous avez entendu M. Macron parler des races et ethnies. Sa tentative malheureuse d'ethniciser le renversement par le CNSP du régime du président déchu. Ce qui est complètement insensé et profondément contradictoire. En effet, l'on ne peut logiquement défendre l'idée que le peuple soutient le président déchu et que les Nigériens sont racistes. L'on ne peut logiquement défendre l'idée que les Nigériens sont racistes et qu'ils ont élu un président qui serait d'ethnie ou de race différente d'au moins 98% des Nigériens. La vérité, les Nigériens, le peuple dans son écrasante majorité, ont dépassé ces basses considérations. Les Nigériens ont des forts liens de sang, des liens de cousinage, des liens de mariage. Ensuite, notre religion, notre tradition, notre vivre ensemble millénaire font de nous des frères et des sœurs. Nous, dans l'armée, sur le terrain, face à l'ennemi, à la mort, nous savons que notre frère,
c'est celui qui se tient à nos côtés. C'est le frère d'armes. C'est celui que nous comptons, peu importe sa race, son ethnie, sa religion, son village. Dans les mosquées et autres lieux de culte, ceux qui prient avec nous, ce sont nos frères. Nos voisins et amis qui sont avec nous dans les moments de bonheur, des moments difficiles et les moments de deuil, ce sont nos frères. Quand vous êtes malade, attaqué ou en cas d'incendie, c'est votre proche, votre voisin qui vous vient en premier. Tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que personne ne peut tromper les Nigériens pour les engager dans une lutte fratricide sur des faux problèmes et des intérêts égoïstes et mesquins. La vérité, notre seul tort, le seul tort des peuples nigériens, c'est que nous voulons que notre pays soit libre, que l'on trouve notre dignité, que les Nigériens décident en toute souveraineté dans l'intérêt du Niger. Et on doit savoir qu'ils ne vont pas cesser leur tentative de déstabilisation. À nous d'y faire face jusqu'à la victoire totale, Inch'Allah. Pour finir, j'aimerais inviter chacun et tout le monde à la retenue et à avoir le sens de l'histoire. C'est l'une des plus belles pages de l'histoire de notre pays que nous sommes en train d'écrire tous ensemble. Le président Abdraman Chani, l'ensemble des membres du CNSP et du gouvernement, pour avoir pris la responsabilité de mettre fin au régime que vous connaissez et avoir décidé d'engager le Niger sur la voie de son indépendance véritable et la refondation de l'État pour le bonheur des Nigériens sans distinction et sans discrimination. Les oulémas, tous les religieux, la société civile, nos amis panafricanistes et de partout à travers le monde pour leur soutien. Le peuple nigérien pour son sacrifice, pour sa résilience et sa mobilisation que nous saluons. Nous savons tous que la situation est difficile. Nous savons aussi que le Niger et son grand peuple sont debout et déterminés à vaincre l'adversité. Après le Mali l'an dernier, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé leur départ de l'organisation anti-djihadiste G5 Sahel, qui semble désormais vouée à disparaître 9 ans après sa création. Cette décision a pris effet dès le 29 novembre dernier. Les gouvernements de transition de Burkina Faso et de la République du Niger, après un examen approfondi du G5 Sahel et du fonctionnement de cette organisation, ont décidé en toute souveraineté du retrait du Burkina Faso et du Niger de l'ensemble des instances et organes du G5 Sahel. Depuis sa création, les opérations conjointes de cette force sont restées peu nombreuses et la situation sécuritaire au Sahel n'a cessé de se dégrader. Les attaques terroristes se comptent par dizaines. L'organisation peine à atteindre ses objectifs. Pire, les ambitions légitimes de nos États à faire de l'espace du G5 Sahel une zone de sécurité et de développement sont contrariées par les lourdeurs institutionnelles des pesanteurs d'un autre âge qui achèvent de nous convaincre que la voie de l'indépendance et de la dignité sur laquelle nous sommes aujourd'hui engagés est contraire à la participation au G5 Sahel dans sa forme actuelle. En mai 2022, le Mali avait quitté le G5 Sahel invoquant une organisation instrumentalisée par l'extérieur. Largement financée par l'Union européenne, cette force représentait aux yeux des partenaires internationaux du Sahel une porte de sortie dans une région en proie aux violences djihadistes. Dans la foulée, les chefs de la diplomatie du Burkina, du Mali et du Niger ont proposé vendredi soir la création d'une confédération avec pour ambition de parvenir à terme à une fédération. Les ministres des Affaires étrangères du Mali, Niger et Burkina Faso ont recommandé vendredi la création d'une confédération avec pour ambition de parvenir à terme à une fédération. Ces pays ont créé ensemble une alliance des États du Sahel qui prévoit une assistance mutuelle en cas d'atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale des trois États et des liens économiques renforcés.
Durant la réunion qui visait à rendre plus concret le mode de fonctionnement de la nouvelle alliance, les 3 ministres ont insisté sur la diplomatie, la défense et le développement pour consolider l'intégration politique et économique entre leurs 3 pays. Réunis le 25 novembre, les ministres de l'économie et des finances avaient recommandé la création d'un fonds de stabilisation et d'une banque d'investissement, ainsi que la mise en place d'un comité chargé d'approfondir les réflexions sur les questions d'union économique et monétaire. Les conclusions seront soumises aux chefs d'État qui doivent se réunir très bientôt à Bamako, selon le chef de la diplomatie malienne. La force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est a entamé dimanche matin son retrait de la République démocratique du Congo. Un premier groupe d'une centaine de militaires kenyans de la force, qui comprend également des soldats ougandais, burundais et sud-soudanais, a quitté la région depuis l'aéroport de Goma à destination de Nairobi. Ce départ des soldats kenyans intervient alors que des combats continuent d'opposer le M23 à l'armée congolaise. La population de la région du Nord Kivu et le gouvernement congolais se sont vite montrés très critiques vis-à-vis des troupes de l'EAC, leur reprochant, à l'exception des Burundais, de cohabiter avec les rebelles plutôt que de les contraindre à déposer les armes. Pour remplacer la force est-africaine, le président Félix Tshisekedi compte notamment sur le déploiement de contingents de la communauté d'Afrique australe, à laquelle appartient également son pays. Mais la mise sur pied de cette force évoquée depuis le mois de mai dernier ne s'est jusqu'à présent pas concrétisée. Outre la force de l'EAC, une mission de l'ONU, la MONUSCO, est présente en RDC depuis 1999, mais elle se trouve elle aussi accusée d'inefficacité par Kinshasa, qui demande son départ accéléré à partir de janvier 2024. Dans un discours à la nation samedi, le président sierra-léonais Julius Maada Bio a promis d'apporter une réponse ferme à la tentative de coup d'État qui a eu lieu le 26 novembre dernier. Ce jour, des hommes avaient attaqué une armurerie militaire, 2 casernes, 2 prisons et 2 postes de police. Les enquêtes menées jusqu'à présent par les forces de sécurité et du renseignement indiquent clairement et sans ambiguïté que l'infraction du 26 novembre était une tentative de coup d'État. Les combats ont fait 21 morts selon les autorités et près de 200 selon l'opposition, pour la plupart des civils. L'APC dénonce une chasse aux sorcières et pointe du doigt une tentative du gouvernement visant à le réduire au silence. Pour le pouvoir, ce coup d'État ne fait l'ombre d'aucun doute. Cette tentative a été préméditée, coordonnée et exécutée pour renverser un gouvernement démocratiquement élu par des moyens violents et illégaux, renverser l'ordre constitutionnel et inverser nos décennies d'investissement dans la paix et la démocratie. De plus, une belle récompense a été promise à quiconque fournirait des informations sur les fugitifs. 13 militaires et un civil soupçonnés d'être impliqués dans ce coup de force sont actuellement en détention. La tentative de coup d'État sera donc traitée par mon gouvernement uniquement dans le strict respect du droit et non comme une question politique, tribale ou religieuse. Par conséquent, soyez tous assurés que nous trouverons des preuves, peu importe où elles nous conduiront. Le président sierra-léonais Julius Maada Bio a promis de faire arrêter tous les coupables, quel que soit leur statut. La région ouest africaine est marquée depuis 2020 par une multiplication des coups d'État au Mali, au Burkina Faso, au Niger et en Guinée. Samedi soir, le président bissau-guinéen a également dénoncé une tentative de coup d'État après des affrontements entre l'armée et des éléments des forces de sécurité dans la nuit de jeudi à vendredi. Le président bissau-guinéen a dénoncé samedi une tentative de coup d'État qui a été préparée selon lui avant le 16 novembre, date des célébrations du 50e anniversaire des forces armées.
Je suis aussitôt revenu à cause de cette tentative de coup d'État, mais je peux vous assurer qu'il y aura de graves conséquences. Il n'y aura jamais plus d'autres coups d'État. Le coup d'État du 1er février est déjà terminé. Tous les acteurs paieront cher. Le président Umaru Sissoco Embalo a annoncé qu'une commission d'enquête sera constituée très prochainement. Il a dans le même temps remercié les forces armées pour leur loyauté. Le calme est depuis revenu dans la capitale avec l'annonce de la capture du commandant de la garde nationale, le colonel Victor Tchongo. Samedi, le dispositif sécuritaire a été allégé à Bissau, mais des militaires étaient toujours visibles à certains endroits. D'immenses crues survenues dans le nord-est du Kenya à la suite des inondations ont englouti les routes principales, cassé des ponts et rayé de la carte certains villages. Des milliers de personnes ont également été forcées de quitter leur région, souvent sur des radeaux de fortune. Cette montée des eaux a causé près de 136 décès. Le gouvernement kényan devrait se réunir dès lundi prochain pour apporter une réponse à cette situation dont les conséquences sanitaires sont déjà perceptibles. Selon les statistiques nationales, environ 38 des 47 comtés du pays sont touchés par les inondations et des coulées de boue. Les pluies diluviennes et les inondations dans la Corne de l'Afrique ont fait plus de 2 millions de déplacés et près de 300 morts selon les Nations Unies, alors que la région venait de subir la pire sécheresse qu'elle ait connue depuis 40 ans. Elle est désormais touchée depuis des semaines par des pluies torrentielles et des inondations liées au phénomène climatique El Niño.